Du 33 tours au streaming, 50 ans de transformation de l'industrie musicale. Olivier Cachin, bonjour. Yes, bonjour. On arrive de la bascule du CD au streaming. Une formule. David Bowie, 2001, dit « L'essentiel des revenus des artistes dans le futur proviendra des concerts, car l'artiste est la part matérielle de son immatérialité. » Visionnaire. Voilà. Totalement, surtout à une époque où on voit maintenant effectivement que le disque, enfin ce qu'il en reste sous forme de téléchargement ou de streaming, c'est le produit d'appel et que effectivement c'est avec les concerts que les superstars vont réellement pouvoir toucher l'argent qu'auparavant ils touchaient à travers les ventes de disques, qui était le vaisseau amiral d'un artiste, c'était le disque. Maintenant, c'est la carte de visite. Alors on peut peut-être rappeler que c'était des profits absolument considérables, c'était une industrie oligopolistique avec très peu d'acteurs, vous nous avez décrit le mode de fonctionnement pyramidal et sa logique. Là, progressivement, on va aller vraiment vers, voilà, les pirates sont là, hein, les pirates téléchargent illégalement, glissent ça dans leur MP3, et là on a une industrie qui est prise de panique. Ben oui, parce que tout d'un coup, déjà, la lenteur de réaction des majors va avoir un effet pervers qu'ils n'avaient pas imaginé, parce qu'au début, les majors disent, en gros, nous, ça ne nous intéresse pas, hein, vos trucs là, où genre tout le monde peut télécharger, nous, on vend des disques, donc on est là pour vendre des disques. Et ils sont tellement restés sur cette logique que quand ils se sont lancés dans le téléchargement, c'était à des prix qui faisaient semblant d'oublier que tout d'un coup, on n'avait plus tous les intermédiaires, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus de disques à fabriquer, de pochettes, de CD, de transporteurs pour les amener dans les magasins, etc. Et ils vendaient, genre, en gros, un album de 15 € avec 15 titres. Ils disaient, bon, bah, en immatériel, ça va être 1 € par titre, qui ne correspond pas à la même réalité qu'un CD ou un vinyle. Et puis, donc ça va être quelque chose qui va les pousser à freiner sur cet immatériel et qui va amener une large partie du public à considérer, ce qui est une erreur, mais une réalité, que la musique, c'est gratuit. Bien sûr, puisque ça ne coûte rien à reproduire. Exactement. Donc, et puis si c'est matériel, après tout, le fameux truc, on vole personne, si on télécharge quelque chose, et tous les arguments, genre les majeurs, avec des avertissements du FBI, genre, ce n'est pas, la piraterie n'est pas un crime sans victime. On cherche toujours la victime. Et puis, les plateformes, finalement, finissent par réussir à imposer quand même ce format du MP3. Avec ce paradoxe, c'est le mauvais format qui s'impose, finalement. Oui, mais en fait, il s'est passé ce qui s'est passé pour d'autres raisons avec la VHS et Betamax à l'époque de la vidéo. C'est-à-dire qu'on a pris le plus mauvais format parce que c'était le plus pratique, et puis parce que des études ont montré que finalement, en gros, c'était un truc de riche et d'audiophile que de vouloir la qualité sonore. On a fait des essais à des publics à qui on faisait écouter un morceau en plusieurs formats, et 90% disaient « je ne vois pas la différence entre le MP3 et le FLAC ou lossless », enfin les formats nobles de téléchargement avec beaucoup plus de fréquences. Donc c'est le MP3 qui est devenu, pour le meilleur, mais surtout pour le pire en termes de son, le standard, sachant que quand on écoute de la musique là-dessus, effectivement, en MP3 ou en super qualité, ça ne va pas forcément faire une grosse différence. Après les majors qui sauvent beaucoup les artistes, on pense au streaming, on pense à Apple Music, on pense à Spotify, voilà. Et là, on a l'impression que n'importe qui peut devenir artiste, faire des millions d'écoutes, voilà, des formats qui bougent, et en même temps, les artistes établis, eux, souffrent dans leurs droits d'auteur. Alors, toute la temporalité est bouleversée, c'est-à-dire que, et puis tout le financement aussi est bouleversé, parce que c'est vrai que quand on remplace les ventes de singles par les vues YouTube, puisque un clip sur YouTube, c'est l'équivalent d'un single il y a 30 ou 40 ans, c'est pas le même financement et c'est pas les mêmes recettes. C'est-à-dire qu'un artiste qui va avoir 20 millions de vues sur son clip YouTube, il va pas toucher l'équivalent de 20 millions 45 tours vendus. Donc ça, et puis la temporalité, c'est aussi, par exemple, Beyoncé qui peut dire « demain, mon nouvel album dans le monde entier ». Quelque chose qui était totalement impossible avant, puisqu'il fallait quand même le fabriquer, le mettre en place, et on ne fabrique pas un album pour le mettre dans le monde entier en place en 48 heures. C'est aussi tous ces artistes des musiques urbaines qui vont, quand ils se font la guerre par exemple, s'envoyer des singles et dire demain, mardi 18 heures, mon nouveau disque, et le rappeur en face qui va répondre, et ben moi, vendredi, ma réponse du berger à la bergère. Donc c'est quelque chose tout est bouleversé, et les majors deviennent des spectateurs. Avant, c'était les shot callers, ceux qui décidaient de ce qui allait se passer. Aujourd'hui, ils en sont pour la plupart réduits à regarder le nombre de vues d'artistes qu'ils ne connaissent pas pour dire « Ah bah lui, peut-être qu'on pourrait aller essayer de faire quelque chose pour l'amener plus loin ». Mais pour s'entendre répondre de plus en plus, notamment par ces artistes des musiques urbaines, ça ne nous intéresse pas d'aller chez vous parce qu'on fonctionne très bien tout seul. C'est le cas en France d'artistes comme Jules ou PNL qui sont en 2016 les principaux, j'allais dire vendeurs, non, les principales écoutes en streaming. C'est-à-dire que Jules, c'est quelqu'un qui représente plus de streams que Rihanna en 2016 en France.
C'est ça la réalité aujourd'hui. Sachant qu'ils sont en indépendant. Totalement indépendant. Et comme le disait Lunatic, c'est bon d'être indépendant. Et ça reste une vérité. On n'a pas évoqué la question de l'image. On n'a pas évoqué le vidéoclip, le rôle du vidéoclip. Et aujourd'hui, des fameuses vues YouTube et ça, l'écosystème s'est changé avec un artiste au cœur, mais qui est multifacette. Voilà, c'est plus qu'un seul élément, un élément parmi d'autres finalement. Bah oui, et puis ce qu'a lancé Michael Jackson avec, à l'époque de Thriller, c'est-à-dire l'arrivée de l'image dans la musique, est devenu une réalité incontournable. Maintenant, on ne peut plus exister musicalement si on n'a pas effectivement cet outil qu'est l'image. Il suffit de prendre le métro à Paris, il y a des gens qui écoutent de la musique en regardant des clips sur YouTube. Donc c'est l'image qui est maintenant... alors évidemment, avec tout ce que ça implique après, et c'est là où on revient à 360, parce que certains essayent de biaiser le marché. On peut acheter des vues, on peut faire semblant d'avoir des écoutes sur les sites de streaming, ce qui rappelle dans les années 50, le payola, quand on essayait de donner de l'argent aux DJ, ou dans les années 80, quand les maisons de disques achetaient elles-mêmes des disques dans les magasins pour faire monter les ventes artificiellement et augmenter les fréquences. On a retrouvé dans les années 80 des hangars remplis de disques qui n'ont jamais été achetés par des individus, mais par des maisons de disques qui essayaient de truquer les chiffres, comme aujourd'hui on essaye de booster les chiffres d'écoute de streaming ou de vues YouTube. Le show business, c'est 5% de show, 95% de business. Toujours. C'est ça, 50 ans de transformation. Merci Olivier Cachin. Merci Jean-Philippe.